magistrature. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile en France, selon les chiffres publiés hier par l'OFPRA. Leur nombre atteint les 100 000 en 2017, un niveau historique. Des chiffres qui risquent d'alimenter le débat alors que le gouvernement ajuste sa politique migratoire et qu'une loi est en préparation. Samia Bechir. C'est un chiffre en continuelle augmentation depuis 10 ans. En 2017, plus de 100 000 personnes ont déposé une demande d'asile en France, soit 17% de plus qu'en 2016. Parmi elles, près d'un tiers ont vu leur demande acceptée. Là encore, c'est 17% de plus que l'année précédente. Et pour ceux dont la demande est refusée, l'exécutif veut augmenter les reconduites à la frontière. Il faut réussir l'intégration. Depuis 30 ans, on ne l'a pas réussi. Donc il faut se donner ces moyens-là. Et se donner ces moyens-là, c'est faire en sorte que quand on ne vous reconnaît pas le statut de réfugié et que vous avez une décision de justice de reconduite à la frontière, vous soyez reconduit à la frontière. Aujourd'hui, seulement 4% des décisions de justice sont exécutées en France. Ça n'est pas normal. Mais pour les associations, le nombre de demandeurs d'asile est à relativiser. Sur 67 millions de Français, les 104 000 demandeurs d'asile ne représentent que 0,15% de la population. À la CIMAD, on estime que la France a les moyens d'accueillir ces réfugiés. La France est on va dire, dans une moyenne. Elle a eu beaucoup moins d'arrivées que l'Allemagne. Et l'Allemagne en a accueilli 1 100 000 en 10 jours. Nous sommes à un niveau beaucoup plus faible. On se coiffe plus faible sur un an. La proportion de demandeurs d'asile reste relativement faible par rapport à la population et par rapport aussi au PIB, par rapport au produit intérieur brut. Donc en fait, on reste dans des limites raisonnables. Les associations s'inquiètent du projet de loi immigration qui prévoit un durcissement de la politique d'asile. Il devrait être présenté au Parlement en mars prochain. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'accueille Marie Guévenoux. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche de l'Essonne, membre de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Pierre Henry est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le directeur général de France Terre d'Asile. Sébastien Meurant est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur à Les Républicains du Val d'Oise. Et Fabien Gay est également sur ce plateau. Vous êtes sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Première question pour vous, Pierre Henry. Ces chiffres explosent. Que disent-ils? Comment les analysez-vous? Quelle est votre lecture? Non, les chiffres n'explosent pas. Il y a 73 000 nouvelles demandes d'asile en France en 2017. Alors certes, il y a une progression, mais qui correspond à l'ampleur de la crise migratoire que nous connaissons depuis 2015. Et je vous rappelle que nous sommes loin d'être le premier pays d'accueil en Europe. L'Allemagne, pendant cette année 2017, a reçu plus de 200 000 personnes. L'Italie, 140 000. Donc faisons attention à ne pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Ça ne correspond pas à un afflux massif. Non, il n'y a pas d'afflux massif. La France est le troisième pays et proportionnellement troisième pays d'accueil en Europe quantitativement, mais par rapport à la population, nous sommes dans le milieu du peloton européen. Il faut se souvenir que les pays qui accueillent le plus sont les pays qui ont des frontières extérieures, c'est-à-dire la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, Chypre, Malte, notamment. Donc voilà, il y a un travail remarquable qui a été fait par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont je remarque d'ailleurs que aujourd'hui la durée d'instruction des dossiers est tombée à un peu plus de 3 mois. Donc nous sommes déjà dans l'objectif que voulait fixer il y a quelques mois le projet de loi Asile. Quelle lecture faites-vous, Marie Guévenoux, de ces chiffres? Malgré tout, cela reste un niveau jamais atteint en France. Oui, une lecture différente. C'est pas obligé. Hein. Donc, oui, c'est pas obligé, mais c'est pas obligé d'être d'accord non plus. Une lecture différente parce que, d'abord, moi, ce que je constate, c'est une évolution constante à la hausse des demandes d'asile depuis 10 ans. Un chiffre, vous l'avez dit, quand même historiquement élevé.
10 000 de plus qu'en 1989, madame. Donc historiquement élevé. Et puis, ce que je constate aussi, c'est que l'année dernière, ce qu'on voit chez nos voisins européens, c'est plutôt une diminution des demandes d'asile. Donc il y a quand même un petit décalage sur lequel on peut s'interroger. Et puis le dernier chiffre qui me fait également m'interroger, c'est que 36% de ces demandeurs d'asile se voient attribuer le statut de réfugié. Donc c'est aussi des données factuelles c'est moins que la moyenne européenne qui est à 50%. Qui permettent de s'interroger et de voir comment on peut agir sur cette politique. Ouais. Alors Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains, dit il voit lui dans ces chiffres, peut-être une question pour vous Fabien Gay, un détournement de l'asile au profit de l'immigration économique. Comment ça va vous faire agir? Alors Sébastien Meurant, ensuite Fabien Gay. Ouais, c'est-à-dire que je dirais mauvais signaux continuent parce que évidemment on a bien trop de demandeurs d'asile, pardon. Ouais, j'ai parlé de demandeurs d'emploi. On parle de l'Allemagne, mais il faut pas. Enfin, de quoi parle-t-on? De l'accueil, on accueille très mal. Ouvrez les yeux, voyez ces images. Voyez, sortez de Paris, allez sur Porte de Clichy, allez dans les territoires, voir comment ça se passe. Donc évidemment, on a de plus en plus de demandes d'asile. D'où ça vient ces demandeurs d'asile? Est-ce qu'on parle de territoire en guerre? Non. On parle d'Albanie, on parle d'Haïti. En fait, on encourage depuis des années les trafics d'êtres humains et avec une ampleur inégalée. Donc non, c'est pas comparable à l'Allemagne qui a moins de 5% de chômeurs. Évidemment, nous, avec nos 10% et encore avec des retraitements, donc c'est absolument dramatique. Non seulement on n'accueille pas bien, on n'intègre pas et on n'expulse pas. Donc entre les chiffres, moins de 10%, vous le savez très bien, on ne parlait pas des Dublinés non plus. Donc on sait très bien qu'on parle de grandes théories, France, terre d'accueil, on n'accueille pas, on ne sait plus comment faire, on voit très bien les communautarismes qui se développent partout, on voit très bien, il suffit d'ouvrir les yeux. Moi, je suis quand même stupéfait de ces discours où il y aurait moins de demandeurs cette année qu'en 89, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Donc, on est dans les grandes théories. Les grandes théories, ça ne fait pas partie des valeurs de la France, notamment l'accueil. Ce qui se passe, c'est qu'on parle d'accueil des personnes qui sont persécutées. Est-ce que l'Albanie, c'est un pays en guerre? Est-ce qu'Haïti, c'est un pays en guerre? Est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que l'Algérie sont des pays en guerre aujourd'hui? Il faut savoir que cet accueil, ce pseudo-accueil, se fait au détriment des populations locales. Lorsque vous êtes dans un département, que les mineurs isolés, on accueille des gens venant de l'étranger, ça se fait au détriment des mineurs isolés des territoires. Donc c'est évidemment au détriment d'autres choses. Quand on sait que 360 euros l'ADA, mais s'il vous plaît, je vous ai coupé tout à l'heure. Donc permettez qu'on puisse s'exprimer. 360 euros d'ADA, c'est pas ce que touchent 30% de nos agriculteurs. Donc ça se fait au détriment. Les Républicains ont rejoint le Front National. Et les fonctionnements, monsieur, s'il vous plaît, soyons sérieux, vous affirmez des contre-vérités. Je ne sais pas où vous vivez, monsieur, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et si vous voulez, je vous emmène sur le terrain. Je vous emmène également, monsieur. Oui, bien sûr. Les maraudes, je sais ce que c'est. Sébastien Meurant. Je ne crois pas, monsieur. On n'est pas dans les mêmes endroits, monsieur. Alors on va faire réagir Fabien Gay pour que tout le monde puisse réagir sur ce plateau. Allez-y, Fabien Gay. Moi, je suis plutôt d'accord avec mon voisin. Moi, je suis inquiet et en colère. Inquiet parce qu'il ne faut pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Vous avez raison. Bon, on a passé la barre symbolique des 100 000. Alors, là, tout le monde s'excite et tout le monde joue. Il faut replacer ce contexte. 100 000 demandeurs d'asile, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui fuient la misère, la guerre ou l'oppression. Voilà. Ce sont des hommes et des femmes qui fuient la guerre, la misère et l'oppression. Et il faut toujours replacer cela dans ce contexte-là. Et vous savez, être déraciné de son pays, c'est un arrachement. Personne ne part de son pays, traverse le désert, monte sur un radeau de fortune, avec du trafic, tout à fait, avec une chance sur deux peut-être de se voir, je dirais, noyé en Méditerranée, 5000 morts. Chance sur deux. Ouais, mais c'est donc ça. Et en colère, très fortement en colère, parce que vos propos, mais ceux aussi d'un certain nombre de responsables politiques ou encore de personnalités, on l'a vu hier sur le JT de France 2, font des amalgames honteux, jouent sur les peurs. Je crois que c'est un débat qui mérite du calme, de la sérénité et de poser le vrai... Non mais je finis. 100 000 personnes, c'est 0,2% de la population française. Est-ce qu'on est capable d'accueillir? Moi, je le crois. Et je le pense. Et je pense qu'on peut faire société commune. Ce chiffre n'augmente pas. Oui,
Alors, je rappelle, pour être très clair, les chiffres. 73 000 nouvelles demandes. 20 000 mineurs accompagnants, parce qu'il y a des familles, et 7 000 demandes de réexamen. Parmi ces personnes, vous avez des gens, 7 500, qui viennent d'Albanie. Le taux de reconnaissance pour les personnes qui viennent d'Albanie est de 6,5. C'est-à-dire que 500 personnes en provenance d'Albanie ont reçu une protection. Et c'est le devoir de la France d'examiner chaque cas. Ensuite, l'autre question qui se pose, c'est évidemment les personnes qui sont déboutées de leur demande, que leur arrive-t-il ? Et là, c'est une vraie question politique qu'il faut aborder avec responsabilité. De la même manière, cher monsieur, oui, je suis d'accord avec vous, ce qui manque dans ce pays, c'est un dispositif de premier accueil vertueux et digne. C'est-à-dire où nul n'est obligé de rester à la rue. Le travail que la 5e puissance du monde doit faire, c'est de permettre à chaque personne qui arrive sur le territoire d'être mise à l'abri en dignité. Ça ne veut pas dire que tout le monde va rester, mais ça veut dire que chacun a le droit d'avoir un examen digne, vous égalitaire des 500 de personnes. sa Que deviennent les Alors autres, justement, monsieur Pierre-Henri, que deviennent les autres depuis tant d'années, monsieur. Ah, mais depuis 40 ans, et je pense que la famille politique dont vous faites partie a sa part de responsabilité. Il n'y avait pas tant de réfugiés, mais bien et sûr. Donc, oui. ce dont il faut parler, c'est à la fois du dispositif de premier accueil, de la politique d'intégration, de la gouvernance et éventuellement, évidemment, de l'éloignement. Et du futur. Mais prenons les questions dans cet ordre-là, et je pense que nous avancerons sur un sujet qui est extrêmement délicat et complexe. Alors justement, on va réécouter Olivier Dussopt, qui était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Il explique justement la politique du gouvernement en matière de réforme de l'asile. Est-ce que vous savez la durée maximale de rétention en centre de rétention en France aujourd'hui ? C'est 45 jours. Oui. C'est 45 jours et le projet de loi ne prévoit pas. Non, le projet de loi ne prévoit pas la prolongation de cette durée maximale de rétention. Est-ce que vous connaissez la durée maximale de rétention en Belgique, qui n'est pas vue comme un régime particulièrement antidémocratique ? C'est 18 mois. La France a la durée maximale de rétention en centre de rétention administrative la plus courte de l'Union européenne. L'objectif n'est pas d'augmenter la durée de rétention pour l'utiliser au maximum. L'objectif est de faire en sorte de mieux accueillir celles et ceux qui doivent être accueillis, qui doivent être protégés. J'ai été maire pendant 10 ans. J'ai été maire pendant 10 ans d'une commune qui, sur son territoire, accueille, depuis encore plus longtemps, un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Les personnes qui sont accueillies dans ce centre font droit, en tout cas déposent une demande d'asile. Certaines demandes sont acceptées, les personnes sont régularisées, tout se passe très bien. D'autres demandes ne sont pas acceptées. Ça se traduit par des placements en centre de rétention. On vient d'entendre Marie Guévenoux, Olivier Dussopt. Est-ce que ces chiffres ne vont pas obliger le gouvernement à infléchir la réforme de l'asile qui est en cours ? Non, mais, premier point, on voit bien sur les échanges sur ce plateau à quel point c'est un sujet épidermique, voire un peu irrationnel, et sur lequel on a toujours, en tout cas moi depuis que je m'intéresse à la politique, ça fait une vingtaine d'années, des familles de pensée qui s'affrontent comme si c'était soit l'un, soit une France qui accueille tout le monde, soit une France qui refuse tout le monde. Je berce un peu dans la caricature, mais voilà. C'est pour ça que je le dis. En même temps, vous faites la réunion, vous voyez, des deux bords du plateau. C'est en effet ce que. Non, mais attendez, je voulais pas polémiquer. Et sincèrement, moi, ce que je crois personnellement, c'est que moi, ces chiffres, ils me choquent pas tant par leur ampleur que par le fait que, encore une fois, 36% des demandeurs d'asile voient, mais je sais que vous avez un point de vue différent, mais 36% des demandeurs d'asile se voient avoir le statut de réfugié, ça me choque parce que ça signifie qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas énoncé clairement. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'il faut édicter des règles claires et qui soient connues d'un large nombre. Moi, j'ai accompagné le ministre de l'Intérieur en Albanie. C'est intéressant d'avoir ce que disent les Albanais, le Premier ministre albanais par rapport à notre politique. Le ministre albanais, lui, quand on lui dit, mais écoutez, comment on peut faire pour lutter ensemble contre une immigration de votre côté et une immigration de notre côté, il en est d'accord, parce qu'il considère qu'il y a une partie de sa population active, créatrice de richesse, qui sont des jeunes hommes qui pourraient participer à la dynamique économique de son pays, qui s'en vont, ça lui pose un problème. 2, il est candidat
pour rentrer dans l'Union européenne et le fait d'avoir beaucoup de ressortissants de son pays, parce que 7500, c'est peut-être pas beaucoup, mais chez eux, c'est beaucoup. Donc voilà. Ça compromet sa candidature, la candidature de son pays à l'Union européenne. Et voilà, ça c'est des vrais sujets aussi qu'il nous faut traiter et sur lequel il me semble qu'avoir un pays comme l'Albanie, en effet, dont 6,5% des demandeurs d'asile sont effectivement éligibles au statut de réfugié, pose question. Après examen. Après examen, bien sûr, pose question sur notre accueil. Donc voilà. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques dissuasives, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va mais je ne suis pas sûre que la politique a une inflexion de sa politique. Qu'est-ce que vous appelez politique dissuasive? Une politique dissuasive. Oui, d'accord, mais concrètement, c'est quoi une politique dissuasive? Aujourd'hui, quand on parle au Premier ministre albanais, il considère que notre politique n'est pas du tout dissuasive. Non, mais et il nous dit, non, mais attendez. Il y a deux choses différentes. Monsieur, attendez, je finis parce que c'est intéressant. Le Premier ministre albanais, quand on lui dit, quand on parle de ce problème, il nous dit, écoutez, moi, je vais aller jusqu'au principe, je vais aller jusqu'à ma capacité à moi, pays souverain d'Albanie. Mais si vous ne réformez pas votre droit d'asile, si vous continuez à envoyer des signaux trop positifs, je ne pourrai pas retenir les Albanais. Mais ce n'est pas la question. La question, elle se pose. Non, la question, elle se pose dans un dispositif d'asile de premier accueil digne. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde va rester sur le territoire, mais ça veut dire que la demande d'asile, monsieur, selon la Convention de Genève, on examine chaque situation. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides l'a fait. Est-ce que la France a le droit de choisir qui vient sur le territoire français? En matière d'asile, non. La question, en matière d'asile, non, est-ce que la France doit choisir qui vient ou non? En matière de migration, est-ce que la France doit accueillir toute la misère du monde? Bien sûr que non. Est-ce que la France, avec le système social, vous pouvez vous taire? C'est l'Almanach Vermeau. On écoute Sébastien Meurant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez imaginer le fonctionnement tel que ça, depuis des années effectivement, avec un système social qui est le plus généreux, des plus généreux qui soit? Stopper cette pompe aspirante. Le Premier ministre albanais dit qu'avec une telle pompe aspirante, puisqu'on loge, on soigne et on héberge. Donc c'est pas possible. Donc moi je suis pour tout simplement une reprise en main de la souveraineté nationale qui vient, qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit de venir. Vous expulsez, vous n'avez pas parlé du tout. Vous avez parlé de 500 et quelques Albanais. Les autres, vous savez très bien qu'ils restent, puisqu'on expulse quasiment moins de 10% de ceux qui restent depuis des années effectivement. Vous avez dit qu'ils devaient rester, monsieur. Non mais vous n'avez rien dit. Et vous n'avez rien dit. Je vous dis que le retour dans le pays d'origine ne me pose aucun problème s'il n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Les dangers qui menacent notre pays. Vous avez quand même bien vu qu'il y a des guerres. Vous avez quand même bien vu qu'il y aura demain encore plus de phénomènes de migration. Et là, est-ce que c'est l'intérêt des Français et de la France de continuer comme ça? Non. Donc, madame, je vous encourage à prendre des vraies mesures. On va donner la parole. Là, vous avez la responsabilité de ça. Osez faire les choses. Fabien Gay, allez-y, on ne vous a pas encore entendu. Ah ben oui. Non, mais j'écoute attentivement ce discours qu'on entend tous les jours à la radio et à la télévision, bah si, bien malheureusement. Non, mais bon, on le voit, voilà, de suite, on est sur des amalgames. Quel amalgame? Asile, migrants, il y a une certaine confusion, effectivement. Voilà, une confusion. Revenons sur l'asile. Aujourd'hui, on a un problème, 40 000 places d'hébergement, de centres d'hébergement. On en promet 7 500 entre 2018 et 2019. On sait que c'est nettement insuffisant pour accueillir dignement les gens, pour qu'on étudie leurs dossiers. La deuxième chose qui est en train de se produire, c'est vrai, le traitement des dossiers est en train de baisser. On est passé de plusieurs mois à 3 mois. Le président de la République avait dit 2 mois. Bon, un certain nombre d'associations disent, si on continue à mettre les moyens, il le faut. Il faut que les gens, quand ils arrivent, on puisse instruire très vite, alors, plus rapidement, en 2 mois, leur dossier. Dernière chose, un certain nombre d'associations disent, par contre, maintenant, se pose la question de l'enregistrement. Normalement, c'est 3 jours. On sait qu'à Paris, c'est 1 mois, et que dans certains départements, c'est plus long. Donc, plus on tarde à enregistrer les gens et à prendre leurs demandes, plus long, et aussi l'instruction des dossiers. Donc déjà, est-ce qu'on est d'accord pour mettre les moyens, je dirais, là où il y a besoin? Et après, si l'autre débat, une fois que nous avons parlé de la question de l'asile, si on veut parler de la question des migrations, des réfugiés, parce que oui, il faut le dire, ça ne va pas s'arrêter. Quand il y a la misère et les guerres,
qui prolifèrent partout dans le monde. Partout dans le monde. Vous n'arrêterez jamais des hommes et des femmes qui aspirent à une autre société, à un autre changement. Autre chose, en 2050, on annonce 250 millions de réfugiés climatiques. Donc c'est bien une question hautement politique. Il faut se mettre autour de la table. Non, je ne dis pas ça. Et alors, pardon, mais surtout, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Et surtout, pas d'amalgame, parce que vous savez, on fait peur aux gens. Mais vous savez combien on accueille en Europe sur ces 3% des centaines de millions de gens qui se déplacent partout dans le monde. 3% seulement accueillis en Europe. Et un certain nombre de gens se déplacent d'abord. Je voudrais aussi vous entendre sur la question des Dublinés, puisque ça a été un petit peu évoqué. On peut parler du Dubliné. Au nom du règlement de Dublin, il y a des demandeurs d'asile qui sont renvoyés, et finalement ils reviennent rapidement. Et c'est pas les 70 000. Justement, perturbe la procédure. Le règlement Dublin, c'est pour les téléspectateurs, c'est un règlement dit de responsabilité, et qui fait porter sur les États de première entrée le soin normalement d'examiner la demande d'asile. Bon. Ça fait 20 ans que le règlement Dublin ne marche pas. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais je vais vous en donner un. En 2016, la France a fait 25 000 demandes de réadmission au titre de Dublin vers les autres pays européens. 1293 personnes ont effectivement été éloignées. Mais dans le même temps, les autres pays européens font la même demande à la France. Nous en avons accueilli 1253. Bien. Donc, le règlement dit de solidarité et de responsabilité Dublin ne fonctionne pas. Il faut absolument le réformer. Mais ça veut dire, évidemment, qu'il faut que l'ensemble des pays européens jouent la même partition. Or, le jeu le plus courant aujourd'hui en Europe, c'est le jeu de la patate chaude. Je te passe le problème et je ne le résous surtout pas. Et donc, nous avons ce défi de solidarité et de responsabilité. Mais nous en avons un autre sur lequel je veux insister. C'est celui de l'intégration. Madame, vous disiez tout à l'heure le chiffre de 36%, ça vous interroge. Eh bien, moi, je me félicite que depuis 3 ans, le chiffre de la protection en France soit en augmentation. Et c'est un chiffre en trompe-l'œil, parce que justement, la demande albanaise le fait baisser. Et je vous dis qu'en termes de reconnaissance, nous sommes encore derrière la plupart des pays européens. Et au-delà de cela, je crois que nous devons sortir, chère madame, de l'injonction en matière d'intégration et mettre les moyens. Je vais vous citer un exemple avec nos amis allemands. Nos amis allemands, quand ils parlent d'intégration, ils mettent les moyens. Eh bien, par exemple, en matière linguistique, c'est 900 heures d'apprentissage linguistique pour les personnes qui arrivent en Allemagne. Nous sommes péniblement à 240 heures. Votre réponse, Marie, 240 heures pour 1/5 des personnes qui arrivent primo-arrivantes. Il y aura des mesures pour favoriser l'intégration. Parce que nous devons faire ensemble. Nous ne pourrons pas le faire. Marie Guévenoux. Mais bien sûr que oui, nous pouvons le faire. La réponse de Marie Guévenoux, s'il vous plaît, puisque vous l'interpellez directement. L'argent existe dans ce pays. Aujourd'hui, le contenu du projet de loi qui va présenter le gouvernement n'est pas connu. Donc je ne vais pas commencer à spéculer. Mais nous parlons d'un projet de loi que personne n'a. C'est un co-animateur, en fait. Marie Guévenoux, allez-y. Donc je ne vais pas commencer à spéculer sur ce que contient ce projet de loi. Cela étant, il a un objectif qui a été plusieurs fois affirmé par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui est de faire en sorte que les demandeurs d'asile soient mieux accueillis, que le dossier soit mieux instruit. J'ai bien compris. Que leur dossier soit mieux instruit, plus rapidement, qu'on obtienne des réponses plus efficaces et que du coup ils soient mieux intégrés. Et que également ceux qui en soient déboutés soient éloignés. Ce qui est juste un respect de l'état de droit. Jusque-là. Et ça fonctionne pas, et on aimerait bien que ça fonctionne. Donc il me semble, non mais du coup, il me semble, mais encore une fois, je vais pas spéculer sur un projet que je ne connais pas. Il y a quand même des pistes, il y a quand même des choses. Bien sûr, il va y avoir des pistes sur l'intégration. Vous ne le connaissiez pas en tant que parlementaire. Pas tout à fait, parce que le calendrier n'est pas. Non, il me semble que la consultation commence. Voilà, le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres, je crois, fin février. Donc, sincèrement, sur ma courte expérience de parlementaire, je peux vous assurer que ça me semble pas être un agenda particulièrement impressionnant. Est-ce que la question des Dublinés sera prise en compte dans ce texte, Marie Guévenoux ? La question du Dubliné, elle a déjà été un peu évoquée à l'Assemblée, puisqu'il y a eu une proposition de loi présentée par le groupe Les Constructifs, qui a notamment défini dans notre droit le risque non négligeable de fuite. C'est autre chose. Donc, voilà. Et encore une fois, je ne vais pas spéculer, mais sur l'intégration
des demandeurs d'asile. Non, des réfugiés, madame, et des qui ont une protection de 10 ans. Oui, donc sur une meilleure intégration des réfugiés et une instruction plus rapide des dossiers de demande d'asile, oui, il y a des propositions qui vont être faites et c'est bien le sens du projet de loi qu'on souhaite présenter. Sébastien Meurant. Je voudrais dire que cette question, elle est fondamentale, elle est cruciale depuis des années, effectivement. La question d'immigration, on parle effectivement d'êtres humains et qui prennent des risques pour quitter leur pays parce qu'ils sont la proie des trafics. Et la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le trafic d'êtres humains rapporte plus que le trafic de drogue et le trafic d'armes. Et la façon dont nous fonctionnons, nous, quelque part, eh bien, nous encourageons ces trafics. Et c'est pas demain que ça va s'arrêter dans la mesure où notre système social, il est effectivement très généreux. Quand vous êtes malien, que vous regardez, s'il vous plaît, quand vous êtes malien, que vous voyez que le RSA, mais ça fait rêver, c'est bien normal et c'est humainement, effectivement, c'est pas rigolo. C'est absolument pas rigolo. Et quand vous parlez de territoires français comme Mayotte, comme la Guyane, où vous avez un sénateur LREM qui parlait de génocide, de substitution. Parce que justement, là, vous avez effectivement... C'est pas la meilleure chose qu'il ait faite. C'est un fait, vous avez qu'à reprendre les bandes. C'est effectivement ces populations guyanaises, françaises, qui souffrent évidemment de l'afflux non contrôlé. Et vous le savez très bien, et là, vous allez me reprendre comme si c'était facile, il suffisait, on va intégrer, non. On parle de Mayotte, 75% des naissances sont des naissances illégales. C'est un autre sujet, monsieur. Mais c'est le même sujet. Les sujets, c'est les questions d'immigration, c'est les questions de notre système social. Est-ce que c'est l'intérêt des Français de continuer comme ça? Est-ce que c'est l'intérêt des Français devant les graves menaces de l'autre côté de la Méditerranée? Je pense à la transition qui inévitablement aura lieu en Algérie. Je pense à ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, qui se passera demain au Moyen-Orient. Je pense évidemment à l'explosion démographique de certains pays du Sud Sahel. Apparaît l'intégration. Effectivement, on parle de culture, et là, c'est là où on sera très différent, de culture française, de civilisation, de la grande culture. On arrive bientôt au terme de ce débat, Fabien Comment on se considère par rapport aux femmes, par rapport aux hommes? L'égalité homme-femme est un mais c'est un négociable, mais vous savez très bien. Voilà. Fabien Gay, pour conclure ce débat. À Paris, vous verrez que des hommes, monsieur, parce que cette égalité-là, elle est virtuelle, parce que je ne sais pas où vous vivez. Sébastien Meurant, pour conclure ce débat, très animé, on va donner la parole à Fabien Gay. La République, toute la République. Oui, je savais, vous avez bien bafoué la République. Et vous vivez effectivement cette misère. On parlait des valeurs d'accueil de la France au début de ce débat, Fabien Gay. Oui, allez-y, je vous donne la parole. Parce que c'est vraiment, je vous le dis, monsieur, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Parce que vous faites encore là des amalgames honteux. Vous continuez à jouer sur la peur, sur la division. Aujourd'hui, c'est l'immigration. Demain, on va s'attaquer aux chômeurs. On va dire, voilà, la fraude aux chômeurs, c'est 58 millions d'euros. La fraude, l'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros. Vous savez, en France... Je finis un chiffre. Attendez, je n'ai pas dit un mot. Allez-y, Fabien Gay, allez-y. Vous savez, on dit l'immigration c'est un coût. Oui, ça représente 68 milliards d'euros chaque année. Mais ça rapporte, vous savez combien? 72 milliards d'euros. Parce que, oui, les immigrés, ce sont aussi des cotisants, des contribuables, oui, et des consommateurs et des consommatrices. Et donc, ils rapportent, ils font partie de l'économie réelle. Et oui, le dernier rapport date de 2015 et montre qu'il y a plus de 4 milliards d'euros que l'immigration rapporte. Oui. Bien, merci Fabien Gay. On voit qu'on a du mal à avoir un débat serein sur cette question. Merci à vous Fabien Gay, merci Marie Guévenoux, merci Pierre-Henri, merci Sébastien Meurant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.